Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. L'invite du gouvernement à la reprise des cours dans la province du Soum est entendu. Enseignants et élèves sont effectivement dans les salles de classe, rassurés par la présence renforcée de l'armée dans la province. Constat dès le début de ce journal. Autre titre de l'actualité, elle est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. La Journée mondiale de la santé offre cette année l'occasion de mobiliser l'action autour de la dépression nerveuse. Dans ce journal, vous allez rompre avec les idées reçues sur ce problème de santé publique. Tout d'abord, à Baraboulé, Nassumbu ou encore Djiguel, autant de localités tristement célèbres au Burkina. Les élèves renouent peu à peu avec l'école. L'armée y a intensifié sa présence, favorisant le retour des enseignants qui avaient quitté les lieux. Constat avec Adama Guiti et Oumar Zombré de retour du Sahel. Lycée provincial de Djibo. Dans cette classe de 4e, les élèves sont en cours. Ils ont français au programme. À l'instar de cette classe, toutes les classes de ce lycée ont effectivement repris les cours depuis le lundi 3 mars, date de la reprise des cours après le congé de mars. Les cours ont repris au regard donc, de tout ce qui s'est passé avec la mission gouvernementale. Donc nous pouvons dire qu'il n'y a aucun problème. Les élèves sont là. C'est vrai que bon, au départ, ils n'étaient pas tous là parce qu'il y a beaucoup qui avaient voyagé et tout ça. Mais après les instructions, ils sont arrivés et les enseignants aussi étant là, les cours ont démarré sans problème. Il n'y a pas longtemps encore, certains enseignants fuyaient la localité parce qu'ils se sentaient en danger, mais depuis un certain temps, la donne a changé. Oui, au regard de tout ce que nous voyons comme mouvement des troupes, des FDS, et puis bon, les forces aussi spéciales qui sont là et tout ça. Et puis avec le couvre-feu, pour ce qui concerne certaines zones et tout ça, nous sommes plus ou moins rassurés par rapport à la situation. La province du Soum compte plus de 380 écoles primaires et une trentaine de lycées et collèges publics. Dans les localités comme Djiguel, Baraboulé, Nassumbu et autres qui avaient été durement éprouvées, les élèves sont là et les enseignants sont de retour. À Djiguel, déjà quand nous y étions, le CCF nous a fait comprendre qu'il y a un directeur d'école qui demandait est-ce qu'il peut démarrer les cours. Il y a dit bien sûr. La Baraboulé aussi. Voilà, même l'école qui a été incendiée, je crois qu'il y a des perspectives qu'on trouve un nouveau site pour que l'école fonctionne. Concernant l'école primaire de Kourfayel, où l'enseignant et directeur Salifou Badini a trouvé la mort, des mesures sont prises afin de permettre aux élèves de toujours continuer le cours. Cette école n'est pas assez enclavée, il y a des écoles environnantes, pas très loin, maxi de 3 km des autres écoles. Donc on estime que ces élèves-là vont trouver en tout cas des repositionnements pédagogiques. Selon le directeur provincial de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Soum, des concertations ont déjà été menées avec les différents directeurs d'école afin de faire des réajustements en vue de permettre aux élèves en classe d'examen de pouvoir rattraper le temps perdu. Centre de santé recherche patient. Nous sommes dans le tout premier hôpital de district du pays, celui de Bogodogo. Les principaux services médicaux sont fonctionnels et l'hôpital a ouvert ses portes. C'est le constat que fait le premier responsable du département de la santé, suivi dans ce déplacement par nos reporters Salifou Belem et Nathalie Sawadoko. Le ministre de la Santé admire ici, au service de l'ophtalmologie de l'hôpital de district de Bogodogo, la qualité des équipements disponibles pour prendre en charge la maladie des yeux. Selon les techniciens, en Afrique de l'Ouest, ce service peut être classé parmi les premiers en termes de qualité de soins pour les yeux. L'hôte du jour a pu également visiter, entre autres, les services d'urgence médicale, la pédiatrie, la cardiologie et le service neurologie. Nous avons constaté que pratiquement tous les services médicaux sont ouverts. Venez, vous aurez les meilleurs soins possibles à Bogodogo. Il reste 3 services qui posent problème, qui seront résolus en déant 1 mois. Il s'agit du service de chirurgie, il s'agit du service de laboratoire, il y a le service d'imagerie. Ça par contre, on devra attendre la fin de l'année pour qu'on ait toutes les installations
pour l'imagerie médicale. Pour ce qui est de la réaction de l'opinion publique qui dénonce les coûts exorbitants des prestations, le ministre rassure. Sachez que les prix sont ceux pratiqués par l'ancien centre médical avec antenne chirurgicale que vous connaissez, le CMA du secteur 30 ou l'hôpital du district de Bogodogo. C'est les mêmes prix qui sont pratiqués, qui sont plus bas que ceux pratiqués à l'hôpital Yalgado. Les jours à venir, l'hôpital sera ouvert officiellement. En attendant, aujourd'hui 7 avril, la communauté internationale se penche sur la dépression nerveuse à la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de la santé. Ce trouble mental caractérisé par une tristesse de l'humeur a un taux de prévalence estimé à 10% au sein de la population burkinabé. Quelles peuvent être les causes de la dépression nerveuse? Comment se manifeste la maladie et comment l'éviter? Élément de réponse dans ce dossier signé Daouda Ouattara et Yolande Lompo. Les maladies dépressives, l'on en dénombre plusieurs. Toutes les couches socio-professionnelles sont concernées par ce trouble dépressif qui sévit tant en ville qu'en campagne. La dépression est un trouble mental et qui est caractérisé par une tristesse de l'humeur qui va durer un certain temps avec un retentissement sur la vie familiale, la vie relationnelle, sur l'activité professionnelle. Et tout ce qui peut constituer du stress ou du traumatisme chez l'individu peut en fait occasionner une dépression. Difficile à déceler que ce soit par le malade lui-même ou par ses proches, elle peut engendrer des pulsions suicidaires. Il y a un certain nombre de signes tels que l'incapacité à faire face à un certain nombre d'obligations, que ce soit au plan familial ou bien au plan professionnel, le manque d'appétit, le manque de sommeil. À l'heure actuelle, l'on dispose de moyens à la fois psychologiques et médicamenteux pour traiter ce mal et obtenir une guérison clinique stable. Le manque de confiance en soi, la consommation de la drogue ou d'alcool font que les jeunes sont plus exposés. Au sein de la population générale, il y a une prévalence de l'ordre de 10% de la population générale de sujets qui présentent des symptômes dépressifs. Quand vous prenez des groupes spécifiques, ce taux de prévalence peut être nettement plus élevé. La meilleure prévention pour l'heure, ça reste la consultation précoce. Il faut également savoir que la consultation en psychiatrie est, si vous voulez, quelque chose qui doit être compris comme une consultation ordinaire et ne pas voir cela comme un problème en soi, au point où on préfère souffrir dans son coin plutôt que de voir un psychiatre. Parce qu'on pense que la consultation auprès du psychiatre équivaut à quelqu'un qui a plus ou moins perdu le sens de la réalité, alors que ce n'est pas le cas. La dépression nerveuse n'est pas seulement une affaire de grandes personnes. Le refus d'un nourrisson de s'alimenter, sa perte de poids et ses cris incessants peuvent également être des signes avant-coureurs de la maladie. Elle devrait être la plus belle avenue de la capitale, c'est ce que promet le chef du département des infrastructures en déplacement sur les chantiers de la route nationale numéro 4. Échangeurs, voies larges, passerelles pour piétons, autant de commodités qui feront la particularité de cette route menant à Fadangourma. Nous en savons plus dans ce reportage de Issa Kafando et Abdoul Rasmanezongo. D'ici février 2018, se construira sur la nationale numéro 4, pour les néophytes route de Fada, la plus belle avenue futuriste de Ouagadougou. Une avenue redimensionnée entre autres en échangeurs, en passerelle pour piétons, en signalisation verticale et horizontale, en extension des canaux de Zogona et de Wemtenga, mais également en voie principale, 4 fois plus large que d'habitude. D'où ce constat marqué par une présence remarquée d'un ingénieur de 24 heures ici à Limoges et en gilet vert, écoutant religieusement puis au pas de charge sur les différents sites, le ministre de tutelle dissimule difficilement sa joie de réaliser
une métamorphose infrastructurelle du pays. Le Burkina Faso est en chantier partout. J'ai été impressionné par la perspective de ce chantier. C'est-à-dire qu'au terme de ces travaux, nous aurons au stade actuel la plus belle avenue du Burkina Faso. En dépit des difficultés, le maître d'œuvre œuvre à livrer une œuvre de belle facture à la postérité. Nous avons pris les dispositions pour qu'au plus tard, au mois de février 2018, qui correspond théoriquement au délai là, il ne reste plus grand chose à faire. Nous sommes actuellement en train de travailler dans les zones les plus difficiles. C'est pour être sûr que nous allons pouvoir continuer d'avancer pendant la saison des pluies. Finiront pas, les travaux d'aménagement de la section urbaine de la nationale numéro 4 ouvrent forcément la succession de l'avenue Kwame Nkrumah. Autre visite de terrain, nous nous rendons cette fois dans la région du centre-est. Dans cette partie du pays, le programme de croissance économique dans le secteur agricole est bien implanté. Des infrastructures y sont réalisées au profit du public ciblé par le programme. L'ambassadeur du Danemark au Burkina et une délégation du gouvernement étaient sur le terrain. Le compte rendu de Aimé Douamba, Paul Yabré et Clarisse Nikema. À travers cette sortie, le diplomate danois entend constater l'effectivité des infrastructures réalisées par le programme de croissance économique du secteur agricole, PCESA. C'est une chose même de lire des documents, mais c'est une autre chose de rencontrer ceux qui utilisent le marché de bétail, l'abattoir, ou même des différents groupes qui bénéficient de crédits, de lignes de crédit, de garantie, parce que c'est vraiment là où on voit le preuve de ce qu'on fait. 6 infrastructures sur les 50 réalisées ont reçu les visiteurs du jour. Il s'agit notamment d'un magasin de stockage à Lalgaï, d'un marché à bétail à Koupela et d'un centre d'encadrement technique à Tenkodogo. Des réalisations estimées à près d'1,50 milliard de francs CFA. Le bilan est satisfaisant, mais il faut dire aussi que nous avons un autre défi qui est la gestion de ces infrastructures. Et là encore, nous allons, à travers un dispositif, mettre en place des bureaux d'études, des ONG qui vont accompagner les collectivités territoriales pour mieux structurer la gestion. Ces réalisations ont permis aux populations de base d'augmenter leurs revenus et leur productivité agricole. Ça nous a permis de voir beaucoup d'intérêt, de construire nos maisons, assister nos enfants s'ils sont malades, payer les scolarités de nos enfants et puis subvenir à nos propres besoins. Financé par le Royaume du Danemark, le programme de croissance économique du secteur agricole intervient également dans les régions de l'Est, du Sahel, du Nord et du Centre-Ouest. Dans la capitale, le torchon brûle toujours entre conseillers de l'arrondissement 3. Raïnatou Ouedraogo, la maire, réfute les accusations contenues dans la motion de défiance émise par les conseillers à son encontre. Au cours d'une conférence de presse, l'élu municipal, sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement, crie à la diffamation. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. Mauvais management des affaires publiques, absence de compte rendu aux conseillers, mais aussi enrichissement illicite. Voici quelques griefs contenus dans la motion de défiance contre le maire de l'arrondissement 3. Je défie quiconque d'apporter les preuves que j'ai personnellement acquis une villa au cours de mon mandat. Si quelqu'un en présente une, je démissionne immédiatement. On m'accuse d'avoir inscrit un montant de 5 millions dans le budget. Je vais tout simplement demander aux autorités de contrôle de venir vérifier. Le rapport de gestion de l'année 2016 est disponible et accessible au niveau des services financiers de la mairie. Les 16 conseillers frondeurs reprochent également à Raïnatou Ouedraogo un manque de transparence dans le mode de recrutement du projet TIMO, travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Madame le maire est prête à remettre en cause ce recrutement, mais le recrutement que nous allons organiser, il n'y aura pas d'intervention. Parce que je sais que c'est à cause d'eux, c'est pour, en tout cas, prendre en compte la pression sociale que je les ai accordé les places de 5-5 par conseiller. Et pour être clair et franche, j'ai demandé qu'on sursoie à cette question de IMO pour reprendre à zéro. C'est eux qui ont dit encore que s'il n'y a pas d'intervention,
il n'y a pas de recrutement. On ne peut pas vouloir une chose et puis son contraire. Pour Mme Ouedraogo, sa jeunesse et surtout la mise en garde des conseillers qui seraient impliqués dans la vente illicite de terrain serait à l'origine du remue-ménage. Qu'à cela ne tienne, elle invite les frondeurs au dialogue. En rappel, la session extraordinaire convoquée le 5 avril dernier pour statuer sur la motion de défiance déposée le 31 mars n'a pas eu lieu faute de quorum. Loin du pays, ils se sentent proches des efforts du développement. La diaspora burkinabé était fortement représentée au Forum national sur la migration. Ouagadougou a abrité cette rencontre qui a pris fin ce jour. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. C'est ce que nous disent Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Ce premier forum sur la migration qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS a permis aux participants constitués en majorité de la diaspora burkinabé d'aborder toutes les thématiques relatives à la migration. Il leur a permis notamment de s'imprégner des politiques mises en œuvre pour une gestion efficace de la migration au Burkina. Les réalités que vit la diaspora burkinabé ainsi que les différents mécanismes devant permettre à cette diaspora de contribuer de façon significative au développement économique et social du Burkina Faso étaient également au menu de cette rencontre. Nous avons dégagé des pistes d'investissement où nous pourrons en tout cas apporter notre petite pierre au niveau de l'édification de notre pays. Il y a eu une très grande mobilisation, donc ça veut dire que c'est une réponse positive à notre appel. Cela montre qu'ils ont véritablement un intérêt dans la mise en œuvre donc, de notre plan de développement. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit de l'État. Des recommandations relatives, entre autres, à la mise en place d'un fonds dédié aux migrants, des mécanismes pour mieux organiser la diaspora burkinabé et la création d'un guichet unique pour faciliter les investissements de la diaspora au Burkina. Elles ne seront plus obligées de se rendre en Inde pour devenir expertes en énergie solaire. Les femmes non scolarisées pourront se former sur place au Burkina. Et pour cause, un centre de formation en énergie solaire sortira de terre dans les prochains mois. C'est ce que stipule un projet financé par l'Inde et dont la convention a été ratifiée à Ouagadougou. Césaire Carrefour et Yolande Lompo nous en disent plus. 2 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Inde met à la disposition de l'État burkinabé à travers Barfoot College. Ce financement doit servir à la mise en œuvre du projet de construction d'un centre de formation en énergie solaire au profit des femmes non scolarisées. Nous avons été mandatés par le gouvernement indien pour reproduire notre approche de développement, notamment dans les énergies solaires. Pour le ministre en charge de l'environnement, ce projet est une réponse aux recommandations issues de la COP20 et dans la lutte que mène son département pour la réduction des conséquences environnementales. Il faudra dire que l'objectif de ce centre, c'est de permettre la formation à des femmes issues du milieu rural, de pouvoir avoir des connaissances en matière d'énergie solaire. Et c'est là, bien sûr, conformément à l'accord de Paris et en tant que ministère de l'Environnement, dont l'objectif est la préservation de notre environnement, aller vers les énergies renouvelables, c'est protéger notre environnement. Ce centre sera placé à Manga et le premier responsable de ce département entend prendre toutes les dispositions pratiques afin que la mise en œuvre de ce projet soit une réussite. Un autre projet qui est mis en vigueur au Burkina depuis 2015, il s'agit de celui de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. 2 ans après sa mise en œuvre, comment se porte le projet censé booster l'autonomisation de la femme et de l'adolescente? Réponse avec Pawandrogo Jean Zongo et Estelle Judith Assogba. Selon un bilan fait par les partenaires techniques et financiers du projet Autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel, à la date du 10 février 2017, les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet au Burkina Faso sont insuffisants. Il faut rapidement corriger les tirs pour atteindre les objectifs escomptés d'ici à 2019, date de clôture du projet.
Nous avons connu quelques retards en lien avec le niveau de décaissement en fait, des fonds qui sont mis à la disposition du Burkina. Et donc, les orientations stratégiques qui vont être reçues aujourd'hui par les équipes de mise en œuvre vont permettre effectivement d'accélérer. C'est donc une rencontre d'un enjeu capital pour les équipes chargées de sa mise en œuvre. Il s'agit pour elles de mieux prendre connaissance du concept dividende et de ses enjeux pour un meilleur accompagnement du projet au Burkina Faso dans le contexte du Plan national de développement économique et social PNDS. Nous sommes ici avec le ministère en charge du développement et nous sommes ici avec les partenaires qui nous permettront de nous accompagner dans l'offre de services de santé sexuelle et reproductive pour que toute la population, surtout la frange jeune, soit la mieux éduquée possible, soit la mieux outillée possible en termes de formation pour être dans les secteurs de production pour le développement national. Le projet couvre 5 autres pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Il est financé à hauteur de 205 millions de dollars américains, dont 17 milliards 400 millions de francs CFA pour le Burkina Faso. L'ambition des partenaires est de faire du Burkina Faso un modèle pour tirer les autres pays vers le haut. Le département de la communication veut donner un nouveau souffle à ses directions régionales. 2 jours de travaux ont été engagés pour faire le diagnostic du fonctionnement actuel du ministère de la Communication et ce afin d'en proposer un nouveau schéma. Précision, Konsoun Koulibaly, Mariam Dao et Vincent Kendrebogo. Autour de la table, directeurs régionaux et techniciens du ministère de la Communication revisitent le fonctionnement et l'organisation de ces directions et structures attachées. Et cela pour insuffler un nouveau dynamisme du département de la communication au niveau des régions. Nous avons pensé cet atelier pour mieux redimensionner le déploiement de ces structures, pour avoir un schéma de déploiement de ces structures et véritablement instaurer les meilleures conditions de collaboration et de rationalisation des ressources que nous savons assez limitées. Pendant 48 heures, ces participants vont proposer des solutions en vue de renforcer le positionnement des médias publics au niveau régional. C'est un document qui est fortement attendu au niveau du ministère et auquel le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement attache de l'importance parce que les différents départements ministériels disposent de directions régionales, agissent en région pour la mise en œuvre des politiques sectorielles. Depuis plus d'une décennie, les médias publics ont entamé une politique de rapprochement de leurs services des populations. Et la mise en œuvre de ce document devrait permettre de rendre les directions régionales plus opérationnelles. L'opération de ratissage antiterroriste entre le Burkina et le Mali est commentée par les parutions du jour. Elles reviennent également sur le verdict du procès de l'attaque de Yimdi. La dernière revue de presse de cette semaine est signée Vincent Kendrebogo. Le procès de l'attaque de Yimdi occupe largement les colonnes des quotidiens. 17 ans de prison ferme pour les 2 principaux acteurs de cette attaque, dirigée contre le dépôt d'armement, nous indique Sidoya. Ils sont condamnés pour complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, vol aggravé, violence et voies de fait. Le pays ajoute que le tribunal s'est aussi prononcé sur la confiscation du scellé constitué de matériel militaire au profit des forces armées nationales et la confiscation du véhicule ayant servi aux assaillants au profit du trésor public. Et pour l'agence judiciaire du Trésor, poursuit le journal, l'attaque de Yimdi a fait dépenser à l'État plus de 16 millions de francs CFA pour équiper les forces armées nationales. D'où la réclamation de la somme d'1 500 000 francs aux condamnés pour les préjudices subis par l'État. Dans l'Observateur Palga, les réactions des avocats. Nous ne sommes pas satisfaits, affirme celui d'Ali Sanou. Maître Fakou Bruno Ouattara dit avoir déjà formulé un pourvoi en cassation. Même déception chez l'avocat de l'Opoda. Il a certes commis des erreurs, mais qui ne commet pas d'erreurs, interroge Maître Odilon Gouba. Ratissage antiterroriste entre le Burkina et le Mali. L'opération Panga, de son nom, a été préparée dans le plus grand secret, indique l'Observateur Palga dans sa rubrique Lettres pour l'ail. Et cette descente des soldats burkinabés et maliens sur le terrain, appuyés par les Français, a pour objectif de débusquer les terroristes cachés dans la forêt, y compris le fameux Malam Dicko. Les lignes commencent à bouger, souligne le pays à ce sujet.
En passant à l'offensive, nos forces de défense et de sécurité semblent avoir pris toute la mesure du péril au point de ne plus vouloir donner du répit aux terroristes. Reste que l'opération doit s'inscrire dans la durée. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À 22h30, vous retrouvez Ruth Bini-Ouattara pour la dernière session d'information. Mais avant, c'est le magazine des sports. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.